Mes parents n'arrêtaient pas de s'introduire dans mon appartement, alors j'ai déménagé sans les prévenir et je les ai laissés avoir affaire à la police. Je m'appelle Amélie Dubois, et cette histoire commence le jour où j'ai réalisé que je ne vivais plus seul dans mon propre appartement. Mes parents s'y introduisaient depuis des mois, réorganisant mes affaires, vérifiant mon frigo, laissant ma sœur dormir dans mon lit, insistant toujours que c'était pour ma sécurité, prétendant toujours que c'était par amour. J'ai essayé de parler. J'ai essayé d'établir des limites. J'ai même changé les serrures. Mais rien ne m'avait préparé au moment où ils ont franchi une ligne que je ne pourrais jamais effacer. Alors, j'ai déménagé sans leur dire. J'ai disparu. Et le retournement de situation, c'est qu'ils ont tellement paniqué que la suite a impliqué un nouveau locataire, un appel au 17, et des policiers exigeant des explications que personne d'entre nous n'était prêt à donner. De 13 à 17 ans, la porte de ma chambre aurait tout aussi bien pu être en verre. Ma mère avait l'habitude d'entrer sans frapper, se déplaçant dans mon espace comme si c'était simplement une extension du sien. Elle lisait mes journaux intimes pour s'assurer que je ne cachais rien de dangereux, secouait mon sac à dos pour inspecter chaque dossier, chaque bout de papier, chaque mot échangé entre amis, et parcourait régulièrement mon téléphone sous prétexte de vigilance parentale. Si je voulais étudier à la bibliothèque avec des camarades de classe, elle insistait pour que je reste à la maison où elle pouvait me voir, appelant cela du télétravail avant que le télétravail ne soit une chose. Même si tout ce que je voulais, c'était m'asseoir à une table ronde avec des amis comme une adolescente normale, mon père, plus silencieux mais non moins intrusif, avait installé une application de géolocalisation sur mon téléphone, me disant que c'était uniquement pour les urgences. Mais les urgences incluaient étrangement chaque fois que je faisais du vélo jusqu'au parc, que je rendais visite à une amie ou que je restais 10 minutes de plus au lycée. Juste pour m'assurer que tu es en sécurité, disait-il, montrant fièrement le point mobile sur son écran comme si j'étais un colis en cours de livraison. À 15 ans, j'ai eu mon premier petit ami, un garçon adorable et nerveux nommé Théo, qui sentait toujours légèrement le chewing-gum à la menthe verte. Nous nous envoyions des petits messages timides sur les devoirs et les projets du week-end. Rien de scandaleux. Mais un soir, j'ai laissé mon téléphone chargé sur le comptoir de la cuisine, et ma mère l'a pris. Elle a lu chaque conversation, chaque emoji, chaque blague maladroite. Puis, pendant le dîner, elle a rejoué les messages de manière théâtrale, riant aux larmes pendant que mon père gloussait et que Léa, ma petite sœur, reniflait si fort que du lait lui est sorti du nez. Je me souviens être restée assise là, les joues en feu, voulant disparaître sous la table parce que quelque chose de tendre et de privé avait été transformé en sketch comique pour le divertissement familial. Théo a rompu avec moi une semaine plus tard, disant que ma mère lui faisait peur. Je ne lui en ai pas voulu. Léa, pendant ce temps, vivait une enfance entièrement différente. Alors que mes tiroirs étaient inspectés, sa chambre était une zone interdite. Alors que mon activité en ligne était surveillée, elle restait éveillée à jouer avec des amis jusqu'à 3 heures du matin sans la moindre conséquence. Quand elle séchait les cours, maman disait qu'elle traversait une mauvaise passe. Quand je manquais un seul devoir, maman me privait de sortie pendant 2 semaines pour que j'apprenne la discipline. Léa ne pouvait rien faire de mal. Je pouvais faire très peu de bien. Ce n'était pas qu'elle était une mauvaise personne. Elle a simplement grandi en croyant que le monde, y compris moi, devait se plier à son confort. Et nos parents renforçaient cette croyance chaque jour. Un des moments les plus humiliants de mon adolescence s'est produit lors d'une soirée pyjama chez mon ami Manon. Les parents de Manon m'avaient accueilli chaleureusement, offert des snacks et nous avaient laissé choisir des films. C'était comme un aperçu d'un autre type de famille, une qui faisait confiance à ses enfants. Mais à 21h30, ma mère a sonné à la porte. Pas pour venir me chercher, pas à cause d'une urgence, mais pour s'assurer que la maison était propre et sûre. Elle est entrée directement dans la chambre de Manon, a soulevé les coins du matelas pour vérifier la présence d'acariens, a ouvert les tiroirs, a reniflé un oreiller et a interrogé la mère de Manon sur la surveillance, les couvre-feux et les mots de passe du Wi-Fi. Je voulais fondre dans le tapis. Manon ne m'a plus jamais invité. Au moment où j'ai obtenu mon bac, j'étais épuisé d'être observé, suivi et corrigé. Je rêvais d'aller à l'université à l'autre bout du pays, à Lille, à Marseille, n'importe où des océans ou des montagnes pourraient me protéger de cette intrusion constante. Mais la vie, comme souvent, a rendu le choix pratique plus facile que le choix émotionnel. Les bourses, les perspectives d'emploi et ma filière pointaient tous vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et les meilleures opportunités n'étaient même pas à Grenoble ou à Saint-Étienne. Elles étaient à Lyon, à une courte distance en voiture de la banlieue où j'avais grandi sous le microscope de mes parents.
Déménager complètement semblait financièrement impossible, alors j'ai fait un compromis. J'ai emménagé à 30 minutes au sud, dans la ville, en me disant que l'âge adulte à lui seul me donnerait l'espace dont je rêvais depuis l'enfance. Je croyais qu'une fois que je paierais mon propre loyer, préparerais mes propres repas et fermerais la porte de mon propre appartement, les règles tacites de l'autonomie à la française prendraient le relais. Les parents, me disais-je, ne débarquent pas à l'improviste chez leurs enfants adultes. Ils ne vérifient pas leur frigo, ne réorganisent pas leur linge ou ne distribuent pas des doubles de clés comme des cadeaux de fête. Je pensais sincèrement qu'avoir 29 ans, être financièrement indépendante et vivre seule à Lyon suffirait à établir une limite que ma famille n'avait jamais respectée, mais qu'elle respecterait sûrement maintenant. J'avais tort. Les graines de tout ce qui allait se produire, les intrusions, l'intimité volée, la panique, la police, avaient été plantées bien avant que je ne signe ce premier bail. Je ne le savais tout simplement pas encore. La première intrusion s'est produite un dimanche matin tranquille, lorsque je me suis réveillé au son d'un bruit qui n'avait rien à faire dans mon appartement. Le sifflement aigu de l'huile frappant une poêle chaude, suivi du grattement rythmé d'une cuillère en bois contre le métal. Un instant, à moitié enfoui sous mes couvertures, j'ai cru que c'était les restes d'un rêve. Mais ensuite est venue l'odeur incomparable d'oignon qui dort, d'ail qui crépite, et de quelque chose d'épais et de savoureux qui mijotait à feu doux. Je me suis redressé d'un bond, le cœur serré par une familiarité que je ne voulais pas reconnaître. Les seules personnes qui cuisinaient comme ça, les seules personnes qui cuisinaient tout court dans mon appartement, étaient celles qui n'auraient jamais dû s'en approcher. J'ai sorti mes jambes du lit et je suis allé dans le couloir, encore groggy, les cheveux emmêlés et mon sweat à moitié zippé. Au moment où je suis entré dans le salon, la scène devant moi m'a coupé le souffle. Ma mère, Karine, se tenait dans ma cuisine, portant l'un de ses tabliers à fleurs, remuant une marmite de bœuf bourguignon comme si elle s'était réveillée ici, comme si c'était un dimanche matin normal dans une maison qui lui appartenait. Mon père se prélassait sur mon canapé, les jambes croisées, la télécommande à la main, portant la même paire de pantoufles marron qu'il portait toujours à la maison. Sauf que ce n'était pas leur maison. C'était la mienne. Du moins, c'est ce que je pensais. « Bonjour, ma chérie », a dit ma mère sans se retourner, comme si j'étais en retard dans ma propre cuisine. « Je me doutais que tu ferais la grasse matinée. Tu veilles toujours trop tard le week-end. » J'ai cligné des yeux, luttant pour trouver ma voix. « Maman, papa, comment ? Comment êtes-vous entrés ? » Ma mère s'est finalement tournée vers moi, les sourcils haussés comme si la réponse était évidente. Elle a sorti de la poche de son tablier une petite clé argentée qu'elle a fait pendre entre deux doigts. « Clé de secours », dit-elle légèrement. « Au cas où. » Mon père a gloussé à sa blague, s'enfonçant plus profondément dans les coussins du canapé. Je n'ai pas ri. La clé se balançait doucement, reflétant des bandes de soleil matinal sur son tranchant, et quelque chose s'est tordu en moi. Je la lui avais donnée des mois auparavant, à contre-cœur mais consciencieusement, parce qu'elle insistait sur le fait que toute fille responsable en fournissait une au cas où quelque chose arriverait. J'avais imaginé des situations comme m'évanouir sous la douche, perdre connaissance, ou je ne sais pas, une fuite de gaz, de vraies urgences. Pas ça. Maman, dis-je lentement. Une clé de secours, c'est pour les urgences. Tu ne peux pas simplement entrer quand tu veux. Ne sois pas si théâtrale, répondit-elle en se retournant vers la marmite. Ton frigo était vide, à l'exception de ces petites salades tristes. Personne ne peut vivre de salade. Les gens ont besoin de vraie nourriture. Elle a dit vraie nourriture comme si c'était une obligation morale qu'elle avait juré de respecter. J'ai ouvert mon frigo, incrédule. Certains de mes contenants avaient été poussés au fond. À leur place se trouvaient des bocaux en verre de ces cornichons maison, des boîtes en plastique de reste, du bouillon de bœuf, des carottes, des pommes de terre, du céleri, tous les ingrédients qu'elle jugeait essentiels pour quelqu'un qui travaillait trop pour prendre soin d'elle-même. Avant que je puisse protester, elle a commencé à réorganiser les choses avec l'efficacité de quelqu'un qui organise sa propre cuisine, déplaçant mes assiettes dans un autre placard, empilant mes tasses différemment, jetant les plats surgelés que j'avais achetés en solde. C'est plein de produits chimiques, marmonnatait-elle. Pourquoi gaspiller de l'argent pour du poison ? Mon père est intervenu sans quitter la télévision des yeux. Ta mère essaie juste d'aider. Nous avons fait toute la route pour nous assurer que tu vas bien. Le quartier a l'air un peu mal famé. Mon quartier va très bien, dis-je un peu trop sèchement. Maman s'est retournée, me lançant le genre de regard qui me faisait sentir à nouveau comme si j'avais 12 ans.
Quelle fille parle à sa propre mère comme si c'était une étrangère? Nous sommes venus parce que nous nous soucions de toi. Elle a insisté sur le dernier mot comme s'il invalidait tout le reste. J'ai essayé de me ressaisir. Je veux juste que tu m'envoies un texto la prochaine fois. Ou que tu appelles. C'est tout. Elle a fait claquer sa langue. Un texto. Appeler. Pourquoi faire? C'est ta maison. Mais tu es toujours mon enfant. Si je vois que ma fille ne mange pas correctement ou ne dort pas bien, je suis censé l'ignorer? Avant que je puisse répondre, elle a soulevé le couvercle de la marmite et a remué. Goûte ça. C'est presque prêt. Je n'ai pas goûté. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait. Combien de fois avait-il fait ça avant aujourd'hui? Combien de matins avait-il été là pendant que j'étais au travail? Avait-il ouvert des tiroirs, lu mon courrier, m'avait-il regardé dormir? Les questions s'accumulaient, lourdes et suffocantes. Mais ma mère, inconsciente ou refusant de voir mon malaise, s'est essuyé les mains sur son tablier, s'est dirigée vers le comptoir et a placé un petit trousseau à côté de mon bol de fruits, un anneau tenant 2 clés supplémentaires que je n'avais jamais vues. Tiens, dit-elle nonchalamment. Voici la clé du portail et la clé de la boîte aux lettres. Comme ça, c'est pratique. Pour rendre quoi pratique, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Pour que la prochaine fois, nous n'ayons pas à te déranger, dit-elle en souriant, comme si elle m'avait offert quelque chose de précieux. Je suis resté là, figé, voulant protester, exiger mon espace, insister sur le fait que ce n'était pas normal. Mais des années de conditionnement me tiraient comme des ficelles invisibles, et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un hochement de tête raide. Maman m'a embrassé sur la joue avant de partir. Papa a fait un signe de la main depuis la porte, et leurs pas se sont estompés dans le couloir. J'ai regardé le nouveau trousseau posé sur mon comptoir comme un voyant d'alarme que j'avais trop peur de reconnaître. Une partie de moi savait déjà que ce n'était pas la dernière fois. Mais au lieu d'affronter la peur qui se nichait dans mon estomac, je me suis raconté le même mensonge que je répétais depuis l'enfance. Peut-être que je surréagis. Peut-être que c'est normal. Peut-être que c'est juste la famille. Et pour l'instant, ce mensonge était plus facile que d'affronter la vérité. J'étais parti exactement 48 heures pour un court voyage d'affaires à Grenoble. Des réunions, une conférence, un dîner de réseautage, et pendant tout ce temps, je me suis laissé croire que les choses se calmaient peut-être. Mes parents n'avaient pas mentionné revenir, et j'ai naïvement supposé que la conversation sur les limites, aussi mince soit-elle, avait fait son chemin dans l'esprit de ma mère. Quand j'ai déverrouillé la porte de mon appartement ce jeudi soir, ma valise roulant derrière moi, je m'attendais au silence familier, au léger parfum de lavande de mon diffuseur, au sentiment de soulagement qui venait en entrant dans un espace qui était censé être le mien. Au lieu de cela, je suis entré dans le chaos indubitable de la présence de quelqu'un d'autre. La première chose que j'ai remarquée, c'est mon lit. La couette était froissée, poussée vers le bout du matelas, et les oreillers étaient déformés en 2 formes distinctes. Mes draps portaient des empreintes que je n'avais pas laissées, preuve que quelqu'un y avait dormi récemment, confortablement, sans permission. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte de ma chambre, mon esprit essayant de trouver des excuses plus vite que mes yeux ne pouvaient absorber la vérité. Peut-être que le matelas s'affaissait bizarrement. Peut-être que j'avais oublié de faire mon lit avant de partir. Mais je suis méticuleuse. Je n'oublie jamais. Et l'empreinte sur le côté droit du lit était indubitablement fraîche. L'odeur est venue ensuite, un mélange de ketchup, de frites froides et de burgers de fast-food bon marché. Je suis allé dans la cuisine pour trouver 3 contenants graisseux empilés à la va-vite sur le comptoir, des serviettes en papier chiffonnées et jetées à proximité, un soda à moitié fini transpirant à côté de l'évier. Ma poubelle débordait d'emballages froissés qui n'étaient pas les miens. C'était comme si quelqu'un avait organisé une fête tard dans la nuit en mon absence, sauf qu'il n'y avait pas de fête ici, seulement de l'arrogance. Mon estomac s'est noué alors que je me dirigeais vers mon bureau. Mon ordinateur portable, que je laissais toujours centré, était décalé sur le côté, incliné maladroitement, comme si quelqu'un l'avait poussé pour faire de la place pour ses coudes. L'écran, normalement éteint, était faiblement lumineux. Signe qu'il avait été ouvert et fermé peu de temps auparavant. J'ai vérifié l'historique de navigation, même si j'avais peur de savoir. Des vidéos YouTube, des recherches Google aléatoires, quelques danses TikTok que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un avait utilisé mon ordinateur portable comme son appareil de divertissement personnel. Puis je me suis tourné vers mon placard.
La porte coulissante était grande ouverte et à l'intérieur, mes vêtements étaient en désordre. Des cintres de travers, des vestes jetées sur des boîtes à chaussures. Quelques robes avaient complètement disparu. Mon pull préféré, celui que je pliais toujours sur l'étagère du haut, n'était plus là. Une paire de bottes avait été déplacée du sol au lit. Et pire que tout, des articles de maquillage sur ma coiffeuse étaient tachés et mal placés, comme si quelqu'un les avait testés avant une soirée. Mon souffle tremblait. Pas de peur, mais de la violation profonde et vide qui se propageait dans ma poitrine. Quelqu'un avait vécu dans mon espace, dormi, mangé, s'était habillé, avait touché mes affaires pendant que j'étais à 2 villes de là, gagnant un salaire pour soutenir une vie qui, apparemment, n'était même pas considérée comme mienne à contrôler. J'ai appelé ma mère immédiatement. Elle a décroché à la première sonnerie, sa voix d'une gaieté exaspérante. « Amélie, tu es rentrée plus tôt. Comment était Grenoble ? » Je n'ai pas pris la peine d'être poli. « Maman, dis-je, la voix tendue. Quelqu'un a été dans mon appartement. » « Oh, » répondit-elle nonchalamment, comme si je parlais de la météo. Oui, c'était Léa. Elle avait besoin d'un endroit où rester pour une nuit ou deux. Elle et son petit ami ont eu une autre grosse dispute. J'ai senti ma mâchoire se serrer. « Maman, tu as laissé Léa rester ici sans me le dire. »« Tu n'étais pas à la maison, » dit-elle simplement, comme si l'absence équivalait au consentement. Et Léa pleurait, le cœur complètement brisé. Elle avait besoin d'un endroit sûr. « Tu n'es pas là de toute façon, alors j'ai laissé Léa l'utiliser. » Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. « Pourquoi ne m'as-tu pas demandé cette fois-ci » Son ton s'est durci. « Amélie, tu es beaucoup trop égoïste. Ta sœur traverse une crise et tout ce qui t'importe, ce sont tes meubles, ton ordinateur portable. Tu es juste. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé depuis que tu as déménagé. » La chaleur m'est montée au cou. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je regretterais, mais je ne pouvais pas en rester là. J'ai appelé Léa ensuite. Elle a répondu avec un grognement fatigué. « Salut, quoi de neuf ? Tu es resté dans mon appartement, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Ouais. Je pensais que maman te l'avait dit. Elle ne l'a pas fait. Oh. Léa semblait imperturbable, pas concernée. Ben, je veux dire, je me suis dit que ça ne te dérangerait pas. Tu ne l'utilisais pas, et ton lit est bien plus confortable que le mien. Cette dernière phrase a été prononcée nonchalamment, comme si mon espace personnel était une ressource communautaire. Léa, dis-je lentement. Tu ne peux pas simplement utiliser mon appartement sans me le demander. Ce n'est pas normal. Elle a soupiré de manière théâtrale. Amélie, détends-toi. Maman a dit que tu travailles ou voyages tout le temps de toute façon. Elle a dit que tu n'as pas autant besoin de l'appartement. S'il est vide, pourquoi je ne pourrais pas y rester de temps en temps? Ce n'est pas comme si tu étais marié ou avais des enfants. C'était dit avec un léger rire, mais le poids de cette phrase a écrasé quelque chose en moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma famille ne voyait pas mon appartement comme le mien. Ils le voyaient comme une extension du foyer des Dubois, un lieu satellite qu'ils pouvaient utiliser à leur convenance. Une chambre d'amis, un garde-meuble, un pied-à-terre, tout ce qui convenait à la crise du jour. Quand Léa a raccroché, offrant un léger « je t'aime ». Ne sois pas fâché, je suis resté au milieu de mon salon, entouré du désordre qu'ils avaient laissé derrière eux, et j'ai senti mon sentiment de propriété glisser comme du sable entre mes doigts. Ma maison, mon sanctuaire, avait été réduit à un plan de secours, un endroit pour lequel je payais mais que je ne contrôlais pas. Un endroit où mon absence était considérée comme une permission. Pour la première fois depuis mon déménagement, une pensée glaçante s'est installée en moi. Peut-être que je ne vivais pas du tout de manière indépendante. Peut-être que j'avais simplement déplacé le même problème dans un nouveau code postal. Et avec cette prise de conscience est venu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. Une terreur profonde et silencieuse qui murmurait, ce n'est que le début. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec un nœud dans l'estomac si serré qu'il semblait tirer mes côtes vers l'intérieur. Leur maison se trouvait dans une banlieue tranquille de Lyon, le genre d'endroit où les pelouses étaient taillées avec une précision militaire et les couronnes de portes changeaient à chaque saison. Je me suis garé dans l'allée, fixant un instant les fenêtres qui brillaient chaleureusement sous le soleil de l'après-midi, me demandant comment une maison qui semblait si paisible de l'extérieur pouvait paraître si étouffante dès qu'on en franchissait la porte. Quand je suis entré, l'odeur m'a frappé en premier. Tarte aux pommes fraîches,
cannelle et beurre fondant dans l'air comme une peinture vivante. Ma mère adorait cuisiner le week-end, et n'importe quel autre jour, j'aurais pu y trouver du réconfort. Mais aujourd'hui, cela semblait manipulateur, comme si elle utilisait la nostalgie comme une arme. Mon père était à la table de la cuisine en train de lire le journal et ma mère sortait une tarte du four, les joues rougies de fierté. Cela ressemblait à une de ces publicités où tout est parfait, la famille, la maison, la chaleur, sauf que rien de tout cela n'était réel. Pas aujourd'hui. Salut ma chérie, a dit ma mère d'un ton enjoué en posant la tarte. Tu veux une part? C'est ta préférée. Je ne me suis pas assise. Maman, dis-je, en maîtrisant ma voix. J'ai besoin que vous me rendiez le double des clés. Le sourire se figea sur son visage, puis se dissipa. Elle se retourna lentement, son expression passant de la confusion à l'offense en quelques secondes. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dégluti difficilement. Les clés. Je les veux. Le minuteur du four sonna inutilement en arrière-plan, tranchant le silence. Mon père baissa son journal, fronçant les sourcils. Ma mère posa une main sur sa hanche et me fixa comme si je venais de lui annoncer que je déménageais sur une autre planète. Amélie, dit-elle, la voix s'aiguisant. Je t'ai élevée pendant 29 ans, et maintenant tu me dis que tu veux que je te rende une clé de ta maison. Tu agis comme si j'étais une étrangère. Vous êtes entré dans mon appartement sans me le demander, lui ai-je rappelé. Vous avez laissé Léa y rester sans me le dire. Vous avez fouillé dans mes affaires. Maman, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Elle haleta comme si elle était profondément blessée. Pas normal. Je suis ta mère. J'ai tout à fait le droit de veiller sur mon enfant. Je n'ai pas fouiné. J'ai nettoyé. J'ai cuisiné. Je me suis assuré que tu mangeais. Je suis désolé. J'ai trop pris soin de toi. Voilà, le retournement classique, l'alchimie émotionnelle où ces violations se transformaient en martyrs en quelques secondes. Mon père se leva, s'approchant de nous à pas lents et délibérés. Amélie, ta mère ne voulait pas faire de mal. Tu vis seule en ville. Des choses peuvent arriver. C'est dangereux. Que des parents gardent une clé et du bon sens. Pas si vous l'utilisez quand vous voulez, dis-je. Pas si vous la donnez à Léa. Pas si vous traitez ma maison comme votre deuxième salon. Le visage de ma mère se crispa. Nous n'avons rien traité comme quoi que ce soit. Nous sommes intervenus pour aider. Nous aidons toujours. C'est ce que fait une famille. Elle s'essuya les mains sur un torchon, soudain tremblante, les larmes se formant rapidement, trop rapidement, comme si elle avait passé des années à perfectionner cette performance. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, pleura-t-elle, la voix brisée. Après tout ce que j'ai sacrifié, après avoir fait des heures supplémentaires pour que tu aies des vêtements pour l'école, après avoir payé tes leçons de conduite, tes factures de dentiste, tes... Elle hésita de manière théâtrale avant de continuer. C'est comme ça que tu me rembourses, en m'accusant de quoi? De trop m'inquiéter. L'air s'épaissit jusqu'à ce que j'ai l'impression de respirer du miel. Lourd, lent, collant de culpabilité. Mon père se plaça à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Amélie, dit-il avec un soupir. Nous ne te rendrons pas la clé. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Quoi? Tu m'as entendu, dit-il fermement. Nous sommes tes parents. Nous devons pouvoir vérifier que tu vas bien. S'il se passe quelque chose, nous ne pouvons pas rester dehors, impuissants. Avoir la clé est raisonnable. Raisonnable? J'ai failli rire. Raisonnable pour qui? Pour des parents qui n'avaient jamais cru que je m'appartenais. Pour une famille qui pensait que l'âge adulte était une suggestion, pas une réalité. Les larmes de ma mère coulaient maintenant librement alors qu'elle pressait sa tête contre l'épaule de mon père, sa voix étouffée. Elle nous repousse. Elle ne veut plus de nous. Mon père lui frotta le dos et secoua la tête d'un air déçu en me regardant, comme si j'étais la personne déraisonnable. Nous ne te rendrons pas la clé, Amélie. Et c'est définitif. Je sentis quelque chose en moi se durcir. Se briser, peut-être. Mais quoi que ce soit, cela fit sortir ma voix calme. Étrangement calme. Alors, je changerai les serrures. La tête de ma mère se releva d'un coup. Ses larmes s'arrêtèrent instantanément, remplacées par une incrédulité aux yeux écarquillés. Tu n'oserais pas.
Regarde-moi faire, dis-je. Un instant, la pièce devint silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de l'horloge de la cuisine. Ma mère me dévisagea comme si elle ne me reconnaissait pas, comme si j'étais devenu quelque chose de dangereux, d'ingrat, de déloyal. Peut-être que dans son esprit, je l'étais devenu. Mais pour la première fois depuis des années, je sentis la plus faible lueur de pouvoir. Petite, fragile, mais réelle. Je n'ai pas attendu plus de scènes. Je n'ai pas attendu la culpabilité, la manipulation, les accusations que je savais suivre. J'ai pris mon sac, tourné le dos à leurs expressions stupéfaites, et suis sorti de la maison sans un autre mot. L'odeur de la tarte aux pommes m'a suivi jusqu'à la porte comme un fantôme de la famille que nous prétendions être. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Et alors que je montais dans ma voiture et que je démarrais le moteur, une pensée se répétait doucement, sans relâche, dans mon esprit. S'ils ne respectent pas mes limites de leur plein gré, j'en construirai qu'ils ne pourront pas franchir. Changer les serrures, c'était comme prendre ma première vraie bouffée d'air depuis des mois. J'ai appelé un serrurier le soir même où j'ai quitté la maison de mes parents, observant depuis le couloir comment il enlevait l'ancien peine dormant et en installait un nouveau qui se fermait avec un clic final et satisfaisant. Quand il m'a tendu le nouveau jeu de clés, 3 copies, tout à moi, j'ai ressenti un soulagement presque enfantin, comme si j'avais construit un mur assez haut pour enfin garder le monde à l'extérieur. Pendant les 3 semaines suivantes, tout était calme, paisible. Mon appartement restait exactement comme je l'avais laissé chaque matin. Les coussins du canapé intacts, le frigo non jugé, le placard organisé, le lit toujours parfaitement fait. J'ai commencé à mieux dormir. Je laissais mon ordinateur portable sur la table basse sans craindre que quelqu'un ne l'ouvre. Pour la première fois depuis mon déménagement, je me sentais vraiment chez moi. J'ai commencé à croire, prudemment, que la limite que j'avais imposée fonctionnait enfin. Mais les limites ne fonctionnent pas sur les gens qui refusent de les reconnaître. Et dans ma famille, le refus était un art depuis des décennies. C'est un jeudi soir que tout s'est à nouveau brisé. J'étais rentré tard après une longue journée au bureau. Les épaules endolories, les paupières lourdes, ne désirant rien d'autre que le silence et un plat à emporter. Quand j'ai ouvert la porte, ma porte, sécurisée par ma serrure et ma clé, j'ai entendu le doux bourdonnement de la télévision avant même d'être complètement à l'intérieur. Mon cœur a fait un bond. Les lumières du salon étaient allumées, assise sur mon canapé, les jambes soigneusement croisées, une tasse de thé fumant sur la table basse comme si elle était chez elle, se trouvait ma mère. Un instant, le monde a basculé. Je me suis agrippé à la poignée de porte, prise de vertige, essayant de donner un sens à l'impossible. 3 semaines. 3 semaines de paix anéanties en un instant. Maman. Ma voix s'est brisée. Comment? Comment es-tu entrée? Elle a souri chaleureusement, comme si c'était la surprise de bienvenue la plus normale qui soit. Oh, bien. Tu es rentrée. Je commençais à m'inquiéter que tu sois en retard. Elle a pris une gorgée de son thé. De la camomille. Elle buvait toujours de la camomille le soir. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, dis-je, la poitrine serrée. Comment es-tu entrée? Elle a agité une main avec dédain, comme si la logistique l'ennuyait. J'ai appelé ton propriétaire. Bien sûr, monsieur Gauthier. Un homme charmant. Très compréhensif. Elle a prononcé compréhensif comme si elle méritait des applaudissements pour sa capacité à le charmer. Mon estomac s'est noué. Tu as appelé mon propriétaire. Elle a hoché la tête, fière. Je lui ai dit que j'étais inquiète parce que tu ne répondais pas à mes appels. J'ai dit que tu semblais déprimé ces derniers temps, que tu travaillais trop, que tu ne sortais pas de l'appartement. Que tu pourrais. Eh bien, tu sais. Elle a laissé la phrase en suspens, de manière suggestive, comme si elle insinuait que je pourrais me faire du mal. Naturellement, il a un peu paniqué. Il est venu vérifier. Les serrures étaient changées, donc il n'avait plus de clé. J'ai expliqué que c'était un problème de sécurité et j'ai demandé un accès temporaire pour pouvoir vérifier moi-même. Je me sentais mal. Maman, tu as menti. Tu lui as dit que j'étais mentalement instable juste pour avoir une clé. Elle a haussé les épaules. Je n'ai pas menti. Tu as été distante et tu travailles trop. Et tu ne réponds jamais assez vite. Je m'inquiète, Amélie. L'intuition d'une mère ne se trompe jamais. Je l'ai regardée, stupéfaite. Tu as manipulé mon propriétaire, ai-je murmuré.
Est-ce que tu comprends à quel point c'est malsain? Elle a froncé les sourcils à mon ton. Amélie, pourquoi parles-tu si bizarrement? Je suis ta mère. Si je suis inquiète, je vais trouver un moyen d'entrer. Les serrures que tu as changées m'empêchaient de veiller sur toi. Alors, j'ai résolu le problème. Maman, c'est illégal, dis-je, la voix s'élevant. Entrer chez quelqu'un sans son consentement est illégal. Même si c'est ta famille. Elle s'est levée, offensée. Illégal. Illégal, Amélie. J'essaie de garder ma fille en vie et tu me cites la loi. Une colère vive a flambé derrière mes yeux. Je n'étais pas en danger. Je n'étais pas porté disparu. Je n'étais pas déprimé. Je voulais juste de l'intimité. De l'intimité, répéta-t-elle, incrédule. De l'intimité vis-à-vis de ta propre mère? Qu'est-ce que tu caches de si important? Cette question, tranchante, suspicieuse, dégoulinante d'arrogance, m'a frappé comme un coup de poing. C'était la même question qu'elle posait quand elle lisait mon journal intime à l'adolescence. La même qu'elle posait quand elle parcourait mes textos, mes journaux d'appel, mon calendrier. Dans son monde, vouloir de l'intimité était une preuve de culpabilité. Je me suis avancé, ne gardant ma voix stable que par la force. Maman, tu dois partir. Elle a croisé les bras. Je ne pars pas tant que nous n'aurons pas parlé de ça correctement. Il n'y a rien à dire. Elle m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. J'ai tous les droits. Non, dis-je plus fort. Tu n'en as aucun. Ses yeux se sont plissés. On verra ce que ton père en dit. Elle a attrapé son sac à main, marmonnant en vietnamien à quel point j'étais devenu ingrate, comment l'individualisme occidental m'avait corrompu, comment Léa ne la traiterait jamais de cette façon. Elle est sortie, mais pas avant de me lancer un long regard déçu qui tentait, comme il l'avait toujours fait, de me faire sentir que j'étais le problème. La porte s'est refermée derrière elle. Mes jambes semblaient faibles. Je suis resté au milieu de mon salon, la pièce qu'elle avait violée à nouveau, et j'ai senti la honte, la colère et l'impuissance tourbillonner si violemment que j'ai cru que j'allais m'effondrer. Mais au lieu de cela, j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai tapé un email à mon propriétaire, un long email, professionnel, direct, détaillant que personne, aucun parent, aucun frère ou sœur, aucune connaissance, n'est autorisé à entrer dans mon appartement en aucune circonstance sans ma permission écrite. J'ai mis le bureau de location en copie. J'ai exigé que toutes les clés de rechange soient comptabilisées et sécurisées. J'ai demandé une documentation sur qui avait obtenu un accès temporaire et quand. Et quand j'ai cliqué sur envoyer, mes mains tremblaient. Mais même alors, au fond de moi, je savais que ce ne serait pas suffisant. Ma mère avait franchi toutes les limites que j'avais jamais essayé de tracer, et à chaque fois, elle trouvait un nouveau moyen de les contourner, comme si mon intimité était un puzzle qu'elle était déterminée à résoudre. Je ne savais tout simplement pas encore que ce qu'elle ferait ensuite ferait paraître tout ce qui s'était passé avant Bénin. Ma mère avait cessé de respecter les portes verrouillées depuis longtemps. Maintenant, elle apprenait à contourner les systèmes, les règles et les gens aussi. Et elle n'avait pas fini. Je ne voulais pas l'admettre, mais après avoir vu Léa grimper par ma fenêtre sur la caméra, après avoir regardé ma mère déchirer mon courrier et manipuler mes affaires comme si c'était des accessoires dans son drame personnel, quelque chose en moi s'est fissuré. Je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus me détendre dans ma propre maison. Chaque grincement de l'immeuble faisait se tendre mon corps, m'attendant à ce que la poignée de la porte tourne ou que la porte du balcon s'ouvre. Mon appartement, mon sanctuaire, était devenu une scène pour leur violation. Alors, j'ai pris rendez-vous chez un thérapeute, non pas parce que je voulais parler de ma famille, mais parce que j'avais besoin que quelqu'un de neutre me dise si je perdais la tête ou si c'était vraiment aussi malsain que ça en avait l'air. Ma thérapeute a écouté silencieusement pendant que j'expliquais tout, les invasions de l'intimité pendant l'enfance, la première effraction, la manipulation de la clé avec le propriétaire, l'escalade de la fenêtre, la diffusion en direct dans ma chambre. Quand j'ai eu fini, elle a expiré lentement et a dit deux mots qui ont tout changé. C'est une relation fusionnelle. Puis elle a ajouté, et profondément violente. J'ai cligné des yeux. Fusionnelle. Elle a hoché la tête. C'est quand une famille n'a pas de limites émotionnelles ou physiques. Quand le parent voit l'enfant comme une extension de lui-même. Votre mère croit que l'accès est égal à l'amour. Elle ne reconnaît pas votre autonomie. Elle ne reconnaît pas votre âge adulte. Mais elle pense qu'elle aide, ai-je murmuré.
Le contrôle porte souvent le masque de l'inquiétude, a-t-elle répondu doucement. Cela reste du contrôle. Quelque chose en moi s'est dénoué douloureusement, comme un nœud serré qu'on délie. Elle a continué, Amélie, vous n'êtes pas en sécurité chez vous. Ni émotionnellement, ni psychologiquement, et franchement, ni physiquement. Si des gens entrent sans votre consentement, vous avez besoin de distance. De la vraie distance. Vous voulez dire déménager? Oui, a-t-elle dit. Et ne leur dites pas où. Cette phrase s'est posée sur moi comme une vérité que j'avais toujours su mais que je n'avais jamais osé imaginer. Ne leur dis pas où, parce que s'ils savaient, ils se pointeraient. Ils se pointaient toujours. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant un plafond qui ne semblait plus être le mien, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements, pas dans le même immeuble, pas même dans le même quartier. J'avais besoin d'un endroit sécurisé, anonyme, où il ne pourrait pas se frayer un chemin par le charme ou la manipulation. Et c'est là que je l'ai trouvé. Un immeuble fraîchement rénové près de la gare Pardieu. Une tour avec des ascenseurs nécessitant une carte magnétique, un personnel de réception 24 juillet et des caméras dans les couloirs tous les 5 mètres. Un endroit où personne ne pouvait entrer sans enregistrer son identité et son but. Un endroit construit pour l'intimité, pour les limites, pour les nouveaux départs. J'ai programmé une visite pour le lendemain matin. Traverser le hall d'entrée, c'était comme entrer dans un autre monde. Des sols en marbre, un éclairage chaleureux, un concierge qui m'a salué par mon nom après avoir vérifié mon identité. L'ascenseur nécessitait un passage de carte magnétique juste pour sélectionner un étage. L'appartement lui-même était petit mais magnifique. De hautes fenêtres donnant sur la ville, du parquet, une cuisine qui sentait la peinture fraîche et la sécurité. La sécurité, la seule chose que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai signé le bail sur le champ. Puis est venue la logistique. Je ne voulais pas que ma famille se doute de quoi que ce soit, donc tout devait se faire discrètement. Secrètement. J'ai engagé une société de déménagement en utilisant mon email professionnel. J'ai préemballé les petits objets dans des cartons après minuit, quand l'immeuble était silencieux. 2 proches collègues, Marisol et Jonas, ont proposé de m'aider après que j'ai avoué à contre-cœur ce qui se passait. Ils sont venus tard dans la nuit avec des sweats à capuche et des casquettes de baseball, comme si nous menions une opération secrète. Nous avons tout emballé avec soin, en chuchotant même si personne n'était là. Ta mère a vraiment grimpé par la fenêtre, a murmuré Jonas en scotchant un carton. Ma sœur, ai-je corrigé. Ma mère, elle, est juste entrée par la porte d'entrée comme elle le fait toujours. Il a secoué la tête. Ma fille, tu ne déménages pas. Tu t'échappes. Et c'est exactement ce que je ressentais. Une évasion silencieuse. Nous avons chargé les cartons dans le camion des déménageurs à la faveur de l'obscurité, le couloir sombre et vide à 2 heures du matin. Toute ma vie était empilée dans un camion en route pour traverser Lyon. Avant de fermer la porte pour la dernière fois, je me suis tenu au milieu de l'appartement maintenant vide. Les murs semblaient nus, mais d'une certaine manière, ils semblaient respirer plus facilement sans mes affaires, comme si l'espace lui-même était soulagé que je parte. J'ai nettoyé les comptoirs, balayé les sols, essuyé les rebords de fenêtres, en partie par habitude, en partie parce que je ne voulais pas de fil qui dépasse. Pas de preuves, pas de raison persistante pour ma famille de croire qu'ils avaient encore un droit ici. Puis j'ai placé l'ancienne clé, l'arme préférée de ma mère, dans une enveloppe adressée au propriétaire et je l'ai glissée dans la boîte aux lettres de l'immeuble. Pas de mots, pas d'explication, pas d'adresse de réexpédition. Quand je suis sorti, l'air de la nuit était différent sur ma peau, plus léger, plus vif, presque électrique. Je suis monté dans la voiture de Jonas et alors que l'immeuble rapetissait dans le rétroviseur, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des années. L'espoir. Pour la première fois de ma vie, j'allais quelque part où ma famille ne pouvait pas me suivre. Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que les aimer était devenu un travail à plein temps qui me coûtait ma paix, mon intimité, mon autonomie. Dans mon nouvel immeuble, le portier a vérifié ma carte d'identité, a enregistré mon nom et m'a remis une carte magnétique. Élégante, noire et silencieuse. Il a montré l'ascenseur. Tout est en ordre, mademoiselle Dubois. Bienvenue chez vous. Chez moi. Un endroit où personne d'autre que moi n'avait accès. Un endroit où personne ne connaissait le numéro de l'appartement. Un endroit où je pouvais enfin expirer et me reconstruire sans être observé, interrompu ou violé.
Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient et que les chiffres clignotaient vers le haut, étage par étage, je me suis permis d'imaginer un avenir où ma vie m'appartiendrait à nouveau. Un avenir où les portes verrouillées n'inviteraient pas à la confrontation. Un avenir où la voix de ma mère ne serait pas le narrateur de chacune de mes décisions. Je ne le savais pas encore, mais disparaître complètement, silencieusement, intentionnellement, allait forcer ma famille dans une spirale que je n'avais jamais anticipée. Mais pour l'instant, dans ce nouvel appartement, debout dans un salon vide baigné par les lumières de la ville, une vérité résonnait doucement mais puissamment en moi. Je ne me suis pas enfui. J'ai enfin marché vers moi-même. Pendant les 72 premières heures dans mon nouvel appartement, j'ai posé mon téléphone face contre table, coupé les notifications et je me suis laissé dissoudre dans le silence. J'avais besoin de cette quiétude comme de l'oxygène. J'ai dormi avec les deux portes de la chambre verrouillées. Je me suis réveillé lentement, sans craindre d'entendre des pas dans mon couloir. J'ai arrangé ma nouvelle cuisine exactement comme je le voulais, sachant qu'elle resterait ainsi. C'était le moment le plus calme, le plus ancré que j'avais ressenti depuis l'enfance. Mais le troisième matin, quand j'ai finalement pris mon téléphone, l'écran s'est allumé comme un feu de forêt. Appel manqué de maman, papa, Léa, de numéros inconnus, même de voisins de mon ancien immeuble. 37 appels manqués de ma mère seule. 21 de Léa, 8 de papa, une poignée de textos frénétiques. Amélie, où es-tu? Réponds tout de suite. Ce n'est pas drôle. On arrive. Et de Léa, maman panique. Tu dois arrêter d'être dramatique et envoyer un texto. Puis, en dessous, une publication publique sur Facebook. Ma sœur Amélie a disparu. S'il vous plaît, priez pour qu'elle rentre à la maison. Disparu. Disparu. Le mot semblait surréaliste, comme si elle décrivait quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, Léa l'avait publié. Le drame était sa monnaie d'échange. J'ai reposé mon téléphone et j'ai inspiré lentement, essayant de me ressaisir. Il ne savait pas où je vivais. Il ne pouvait pas me joindre. Il ne pouvait pas entrer. La panique qu'ils éprouvaient, une panique avec laquelle j'avais vécu pendant des années, était enfin quelque chose qu'ils devaient affronter seuls. Je n'étais pas préparé à la vitesse à laquelle cela allait dégénérer en chaos. Quand personne n'a eu de mes nouvelles pendant 3 jours, et que mon ancien propriétaire a confirmé que je n'étais plus à l'appartement, ils ont fait la seule supposition que leurs esprits anxieux et codépendants pouvaient faire. Je devais être en danger. Bien sûr, il ne leur est jamais venu à l'esprit que j'avais choisi de ne pas répondre. Le choix n'était jamais quelque chose qu'ils croyaient que j'avais. Et c'est ainsi que la tempête a commencé. Plus tard, grâce au rapport de police et à un message vocal très embarrassé de mon père, j'apprendrai exactement ce qui s'est passé. Mais en résumé, c'était ceci, ils se sont paniqués au point de provoquer un incident criminel. Le matin du 3e jour, maman, papa et Léa se sont rendus à mon ancien complexe d'appartements. Ils ont marché droit vers mon ancienne porte, s'attendant à entrer et à trouver quoi? Un indice? Un corps? Une explication bien écrite de ma localisation. Je ne peux qu'imaginer le choc lorsque la porte s'est ouverte non pas sur mon espace familier, mais sur des cartons appartenant à des étrangers. Le jeune couple qui avait signé le bail après moi, Jules et Marissa, était à l'intérieur en train de déballer quand ils ont entendu des coups forts sur la porte. Quand ils ont ouvert, ils ont trouvé ma mère, les yeux fous, criant « Où est ma fille ?» Qu'est-ce que vous lui avez fait? Derrière elle, mon père avait l'air affolé et Léa faisait les 100 pas comme un chat en cage. Jules a essayé d'expliquer calmement qu'il venait d'emménager. Maman ne l'a pas entendu. C'est l'appartement de ma fille, a-t-elle lancé. Elle habite ici. Nous allons entrer. Elle a poussé contre la porte, mais Jules l'a bloquée. Puis Léa, convaincue d'être une détective en herbe, s'est éloignée du groupe et a tenté de grimper sur la balustrade du balcon, tout comme elle l'avait fait chez moi auparavant. Sauf que cette fois, elle a glissé sur le bord métallique et s'est retrouvée suspendue à moitié, criant à mon père de lui donner un coup de pouce. Mon père a paniqué, a attrapé ses jambes et a essayé de la pousser vers le haut, et pour le couple à l'intérieur, cela ressemblait à 2 adultes tentant de s'introduire par effraction dans leur maison. Marissa, terrifiée, a immédiatement appelé le 17. Il y a des étrangers qui essaient de forcer l'entrée de notre appartement. L'un d'eux escalade le balcon. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un maintenant. Pendant ce temps, ma mère continuait de marteler la porte, criant en français et en vietnamien, et exigeant des réponses.
Elle était si convaincue qu'il m'était arrivé quelque chose de terrible qu'elle ne s'est pas arrêtée une seconde pour considérer que ce qu'elle faisait était un véritable crime. Lorsque la police est arrivée, la scène était si chaotique qu'ils ont sorti leurs armes jusqu'à ce que tout le monde se fiche sur place. Léa a éclaté en sanglots en pleine escalade du balcon. Ma mère a commencé à crier sur les policiers qu'ils perdaient du temps alors que sa fille était portée disparue et peut-être blessée. Mon père n'arrêtait pas d'essayer d'expliquer qu'ils n'étaient pas des criminels, qu'ils étaient juste des parents inquiets. Mais les policiers ne voyaient pas des parents inquiets. Ils voyaient 3 adultes tentant de s'introduire par effraction dans une résidence privée. Et légalement, c'est exactement ce que c'était. Ils les ont séparés, les ont interrogés individuellement et ont pris les dépositions des nouveaux locataires, qui étaient naturellement secoués. Les policiers n'avaient aucune raison de croire quoi que ce soit que ma famille disait. Ils n'avaient aucune preuve que j'avais jamais vécu là, à part du vieux courrier qu'ils ont trouvé dans la poubelle de tri de l'immeuble. Finalement, lorsque l'hystérie de ma mère a dégénéré en une crise de nerfs complète, l'un des policiers a essayé de la calmer et a dit « Madame, nous devons contacter votre fille pour vérifier sa sécurité. Avez-vous son numéro de téléphone ?» Ma mère a sangloté que je ne répondais pas. Alors, le policier a cherché mon nom via la centrale et a appelé le numéro de contact d'urgence associé à mon ancien bail, mon téléphone portable. J'étais dans mon nouvel appartement en train de plier des torchons de cuisine quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, je ne réponds pas aux numéros inconnus, mais quelque chose m'a poussé. J'ai décroché. Allô, est-ce bien Amélie Dubois? Oui, c'est le lieutenant Ramirez de la police nationale. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Mon sang s'est glacé. Oui, dis-je lentement. Pourquoi? Nous avons reçu plusieurs signalements de votre famille indiquant que vous pourriez être porté disparu ou blessé. J'ai expiré. Je ne suis pas porté disparu. J'ai juste déménagé. Une pause. Puis, Mademoiselle Dubois, votre famille est actuellement retenue pour avoir tenté de s'introduire par effraction dans votre ancien domicile. Un instant, je n'ai rien dit. Absolument rien. Mon cerveau s'est bloqué entre l'incrédulité et une sorte de prévisibilité sombre et épuisée. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Bien sûr que leur panique se transformerait en spectacle. Bien sûr qu'ils violeraient les limites si intensément que la police devrait intervenir. Bien sûr, ai-je murmuré. Le lieutenant m'a demandé si je pouvais venir au commissariat pour clarifier la situation. J'ai accepté, mais avant de raccrocher, elle a ajouté doucement. Mademoiselle Dubois, juste pour que vous sachiez. Ils étaient très angoissés, mais ce qu'ils ont fait est une infraction grave. Je sais, dis-je doucement. Ça l'est toujours. Ils ne pensent juste jamais que ça s'applique à eux. Quand j'ai raccroché, je me suis tenu au milieu de mon appartement impeccable et silencieux, les lumières de la ville s'étendant à travers la fenêtre comme des étoiles lointaines. Pendant des années, je les avais suppliés de voir mes limites. Pendant des années, ils les avaient toutes piétinées. Maintenant, le monde, la loi, les forçait enfin à s'arrêter. Et cette fois, ce n'était pas moi qui paniquais. Le commissariat était plus calme que je ne l'avais prévu. Pas silencieux. Les téléphones sonnaient de temps en temps. Des portes s'ouvraient et se fermaient. Des policiers se déplaçaient rapidement dans les couloirs, mais c'était plus calme que le chaos qui nous avait tous menés là. Une réceptionniste m'a dirigé vers une petite salle de conférence où un officier attendait. Quand je suis entré, la première chose que j'ai vue, c'est ma mère. Elle était assise à la table, les épaules tremblantes, le mascara étalé en traînées inégales sur ses joues. Mon père était assis raidement à côté d'elle, la mâchoire serrée, les mains jointes si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Léa faisait les 100 pas dans un coin comme une enfant agitée, les bras croisés, les yeux allant partout sauf vers moi. Au moment où ma mère m'a vu, elle a éclaté en de nouvelles larmes. « Amélie » a-t-elle crié, sa voix stridente d'un désespoir qui semblait répéter. « Si tu n'avais pas disparu, rien de tout cela ne serait arrivé. Sais-tu ce que nous avons traversé ces derniers jours? Nous pensions que tu aurais pu être. » Sa voix s'est brisée et elle a couvert sa bouche de manière théâtrale. Je ne me suis pas approché d'elle. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je ne me suis pas excusé. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé de me plier à sa tempête émotionnelle. Au lieu de cela, j'ai pris le siège en face d'eux, le dos droit, calme, stable. Le lieutenant qui m'avait appelé, le lieutenant Ramirez, se tenait sur le côté, observant attentivement.
Ma mère a tendu la main sur la table comme pour saisir la mienne, mais j'ai retiré la mienne avant qu'elle ne puisse me toucher. Son visage s'est décomposé face à ce rejet. Amélie, a-t-elle répété, plus doucement. Si tu ne t'étais pas enfui de la maison, nous n'en serions pas là. Nous ne serions pas ici si tu n'avais pas disparu sans rien nous dire. J'ai expiré lentement. Maman, dis-je d'une voix mesurée. Je n'ai pas disparu. J'ai déménagé. Et la police a dû intervenir parce que vous avez essayé de vous introduire par effraction dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Papa a soufflé de frustration. Nous pensions que tu avais été enlevé. Que étions-nous censés faire? Tu as ignoré tous nos appels. Vous avez ignoré toutes mes limites, ai-je corrigé. Léa a levé les yeux au ciel. On peut t'arrêter de faire comme si tu étais une victime sans défense? Tu as transformé ça en une affaire d'État pour rien. Maman était inquiète. J'étais inquiète. Je me suis tourné vers elle, mon expression impassible. Tu as grimpé sur le balcon de quelqu'un, Léa. Tu aurais pu être arrêtée. Elle a ricané. Peut-être que si tu ne te cachais pas comme une criminelle, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est à ce moment-là que le lieutenant Ramirez s'est avancé. En fait, dit-elle fermement, en les regardant chacun dans les yeux. Mademoiselle Dubois n'a rien fait de mal. Déménager sans en informer sa famille n'est pas un crime. Tenter de s'introduire dans une résidence qui n'est plus votre propriété légale, en revanche, l'est. Mes parents se sont raidis. En France, a poursuivi Ramirez, le droit d'un adulte à la vie privée l'emporte sur les liens familiaux, toujours. Ce que vous avez fait aujourd'hui aurait pu entraîner des poursuites. Ma mère a cligné des yeux rapidement. Mais nous sommes une famille. Cela ne prime pas sur la loi, a déclaré l'officier. Un silence s'est abattu sur la table. Lourd, tendu et enfin honnête. Je me suis penché en avant, joignant les mains. Nous sommes ici à cause des choix que vous avez faits, pas à cause des miens. Et nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas abordé la vérité. Toute la vérité. Le menton de ma mère a tremblé. Amélie, ne me parle pas comme si j'étais. Tu as lu mon courrier, dis-je. Elle s'est figée. Tu as ouvert mes colis. Tu es entré chez moi sans permission. Plusieurs fois. Ma voix est restée égale. Tu as donné ma clé à Léa. Tu l'as laissé utiliser mon espace pendant que j'étais absente. Elle a fait une diffusion en direct dans ma chambre comme si c'était la sienne. Léa est devenue rouge vif. C'était juste pour rire. C'était ma chambre, dis-je. Mon espace privé, et tu n'en avais pas le droit. Mon père s'est éclairci la gorge. Amélie, nous essayons de prendre soin de toi. Tu es seule en ville. Vous saviez tout, ai-je coupé. Vous les avez regardés violer mon espace et vous n'avez rien fait pour les arrêter. Ses yeux se sont baissés. Les lèvres de ma mère tremblaient. Nous sommes tes parents. Nous avons besoin de savoir que tu es en sécurité. Être en sécurité, dis-je doucement, exige d'avoir une maison où personne ne s'introduit par effraction, y compris la famille. Leurs visages ont changé, d'abord le choc, puis l'incrédulité, puis une panique défensive qui n'avait nulle part où aller. Sans la capacité de me culpabiliser ou de m'imposer leur volonté, ils ne savaient pas comment répondre. Mon silence avait créé quelque chose qui leur était inconnu. La responsabilité. Alors j'ai continué. Voici les limites si vous voulez rester dans ma vie, dis-je. Celles-ci ne sont pas négociables. Ma mère s'est penchée en arrière comme si elle se préparait à un impact. Léa a soupiré bruyamment. Mon père s'est forcé à se redresser. Dis-je, personne n'aura ma nouvelle adresse. Jamais. Sauf si je choisis de la donner. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Amélie. 2, ai-je continué. Nous ne nous verrons que dans des lieux publics ou chez vous. Jamais chez moi. Mon père a froncé les sourcils. Ça semble extrême. Je l'ai ignoré. Et 3, vous n'entrerez dans aucun de mes espaces physiques ou numériques sans permission explicite. Cela inclut les appartements, le courrier, les comptes, les messages, les réseaux sociaux, tout. Léa a ricané. Tellement dramatique. Si ces règles sont violées, dis-je d'un ton égal, je couperai tout contact complètement. Pas de dispute, pas d'explication, pas d'excuse. La pièce est devenue complètement silencieuse.
Ma mère me fixait comme si elle voyait une étrangère, quelqu'un qu'elle ne pouvait pas contrôler, quelqu'un qui avait échappé à l'emprise étroite qu'elle avait maintenue pendant des décennies. Sa voix est sortie, petite. Amélie, tu as changé. Enfin, oui, ai-je répondu. Le lieutenant Ramirez a placé un document sur la table, un simple accord écrit décrivant les limites dont nous avions discuté. Un engagement de respect de la vie privée familiale, l'a-t-elle appelé, non contraignant légalement, mais assez puissant pour formaliser ce qui avait été dit. Mes parents ont échangé des regards, tiraillés entre l'indignation et la peur, mais la peur a gagné. La peur de me perdre, la peur de perdre l'illusion de proximité qu'ils prétendaient chérir. Un par un, ils ont signé. D'abord mon père, le visage tendu, puis ma mère, les mains tremblantes. Puis Léa, levant les yeux au ciel, mais signant quand même. Quand les papiers sont revenus vers moi, les 3 signatures brillant à l'encre noire, quelque chose en moi s'est relâché, comme un nœud dénoué. Pour la première fois de ma vie. Ma mère m'a regardé, déconcertée. Je n'aurais jamais pensé que tu nous parlerais comme ça. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais à le faire, ai-je dit. Et pour la toute première fois, je les ai regardés assis en face de moi sans pouvoir, seulement avec les conséquences. 14 mois plus tard, la ville derrière ma fenêtre ne ressemble plus à quelque chose auquel je dois survivre. Elle ressemble à quelque chose dans lequel je peux enfin vivre. L'horizon de Lyon brille contre la paroi vitrée de mon appartement, chaque lumière clignotant comme une affirmation silencieuse que j'ai fait le bon choix, que chaque limite douloureuse que j'ai établie était un pas vers une respiration libre à nouveau. Mon nouvel immeuble est calme, stable, prévisible. Pas de clés inattendues qui tournent dans les serrures. Pas d'ombre qui plane près de ma porte. Pas de voix qui appelle mon nom depuis mon propre salon. Juste moi, mon espace, et une vie qui se déploie à un rythme qui n'appartient qu'à moi. Les matins sont différents maintenant. Je déroule mon tapis de yoga sur le balcon avant que le soleil ne se lève complètement sur les montagnes. Je m'étire, respire, tiens, relâche. La thérapie m'a appris à revenir dans mon corps après des années à être tiraillé par les désirs des autres. J'écris maintenant dans mon journal sans craindre que quelqu'un ne feuillette les pages. Je fais mes courses sans entendre la voix de Karine dans ma tête critiquer chaque article. Ma maison est silencieuse, mais le silence n'est plus étouffant. Il est réparateur. Le travail s'est épanoui d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Mon équipe me fait confiance. Mes créations sont enfin reconnues. Et pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir une communauté construite sur le choix plutôt que sur l'obligation. Je me suis fait des amis, des vrais. Des gens qui frappent avant d'entrer dans n'importe quel espace. Des gens qui demandent au lieu de supposer. Des gens qui connaissent la version de moi qui n'a existé qu'après que je me sois échappé de la version que ma famille a essayé de sculpter. Même ma thérapeute a dit un jour, à moitié en plaisantant, « Amélie, vous ne survivez plus à votre vie. Vous en êtes l'auteur. » Quant à ma famille, notre relation s'est ajustée en quelque chose d'étrange mais de fonctionnel, comme un membre qui s'est cassé et a guéri, mais pas dans la même forme. Nous nous voyons peut-être 1 ou 2 fois par mois dans un café tranquille près de la Pardieu, un lieu public, un terrain neutre. Ma mère ne me demande plus mon adresse. Elle ne cherche pas à prendre mon téléphone ou ne commande pas ce que je mange. Elle s'assoit en face de moi avec une sorte de respect prudent, comme quelqu'un qui visite une exposition de musée intitulée « Ne pas toucher ». Mon père s'est aussi adouci. Il parle moins, écoute plus, et bien qu'il ne prononcera jamais les mots à voix haute, je sais qu'il comprend maintenant que l'amour n'est pas une justification pour la possession. Et Léa, ma sœur sauvage, dramatique et qui ignore les limites, a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. L'embarras qu'elle a ressenti après avoir été interrogée par la police semble l'avoir fait entrer de force dans l'âge adulte. Elle a commencé à travailler à temps partiel dans un studio de photographie, acceptant des contrats en freelance, apprenant ce que signifie gagner quelque chose au lieu de se le voir offrir. Elle se plaint encore, partage encore trop sur les réseaux sociaux, lève encore les yeux au ciel de manière trop dramatique, mais elle ne fait plus irruption dans ma vie comme si c'était son droit hérité. Certains jours, elle s'excuse même maladroitement, en demi-phrases qui s'éteignent avant d'atteindre le mot « désolé ». Mais c'est quelque chose, et ce quelque chose est suffisant. Nos rencontres sont plus courtes maintenant, plus légères, toujours maladroites, toujours imparfaites, mais plus enveloppées dans la toile collante de contrôle et de culpabilité qui m'a étouffé pendant des années. Ma mère a murmuré un jour par-dessus sa tasse de café, « Les jours où tu étais petite et que tu avais besoin de moi me manquent. »
J'ai siroté mon latte lentement et j'ai répondu, tu peux toujours faire partie de ma vie, mais plus de ma maison. Elle a hoché la tête, non pas avec joie, mais avec compréhension. Parfois, la guérison ressemble à ça. Et quelque part au cours de cette longue et tranquille année, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je les aime toujours, mais je m'aime aussi. Et ces deux vérités peuvent coexister. On peut aimer sa famille et avoir encore besoin d'une porte verrouillée. On peut prendre soin d'eux profondément tout en protégeant les parties de soi qu'ils n'étaient jamais censés gérer. Les limites ne sont pas des punitions, ce sont des invitations. Elles disent, si tu veux faire partie de ma vie, voici comment le faire sans me briser. Alors, voici la leçon que je veux vous laisser, qui que vous soyez, ou que vous regardiez. Votre paix n'est pas égoïste. Votre intimité n'est pas un manque de respect. Vos limites sont le pont, pas la barrière, vers des relations plus saines. Quiconque vous aime apprendra à vous y retrouver. Ce soir, alors que je me tiens devant mon appartement, l'endroit où ma vie semble enfin m'appartenir, je tiens ma clé dans ma main. Le métal est chaud de ma paume, son poids familier et rassurant. Je la glisse dans la serrure, entendant le doux clic qui est devenu mon son préféré au monde. Puis j'ouvre la porte. Pour la première fois de ma vie, j'entre dans une maison où personne ne peut me suivre à moins que je ne l'invite. Et ça, plus que tout, c'est ce à quoi ressemble la liberté.